Hello tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Intimate with Trish. Je suis Trish, Manix Patricia si vous voulez. Aujourd'hui nous allons parler de mon expérience au sommet du futur organisé par les Nations Unies dans le cadre de l'Assemblée générale de cet organisme qui est organisé chaque septembre de chaque année, qui rassemble plusieurs États, plus précisément 193 États à New York pendant près de un mois. Près de un mois, oui, parce qu'il y a d'abord les préparatifs et ensuite il y a les activités parallèles et ensuite il y a l'Assemblée générale. Il y a l'Assemblée générale même pendant quelques jours et ensuite il y a l'après. Donc c'est tout un processus. C'est pour ça que je dis qui a lieu près de un mois, pendant près de un mois. Donc je vais partager avec vous mon expérience, c'est-à-dire mes réflexions sur le pacte du futur, parce que le pacte du futur, c'est un document qui a été signé et validé par les 193 États. Donc mes impressions sur le pacte du futur et ma participation, comment j'ai fait pour y participer jusqu'à mes, mes, les points saillants des différentes interventions des chefs d'État et aussi des recommandations, si je peux dire, ou bien des suggestions sur le sommet dans sa globalité. Donc, pour la première phase, je vais débuter avec ma participation, comment j'ai pu participer à cette conférence, à ce sommet très élogieux, très prestigieux. Donc, je vais dire qu'il faut savoir que je suis euh, très engagée dans les défenses des droits de l'homme, principalement dans la défense des droits, dans le maintien des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles, surtout celles qui se trouvent dans les zones de conflit, plus précisément dans la lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit. Donc ça, c'est mon cadre, ça, c'est mon champ d'intervention principalement. C'est vrai que je travaille aussi dans sa globalité, dans l'égalité de genre et tout le reste là, mais principalement, je me spécialise sur les violences sexuelles faites contre les femmes et les jeunes filles en zone de conflit. Donc, donc c'est dans ce cadre-là que euh, j'ai participé à ce sommet du futur. Mais malheureusement, j'ai eu l'invitation quelques jours avant, c'est-à-dire, je pense que le sommet devait commencer le, le 19, parce que le 19 au 20, il y avait des activités, je pense du 19 au 21, il y avait des activités préparatoires, c'est-à-dire Action Days, et maintenant du, du 22 au 23, il y avait maintenant réellement le sommet. Mais il faut savoir que la majeure partie des personnes, que ce soit des ONC et tout, ont participé plus au Action Days que maintenant au sommet. Maintenant, j'ai reçu la lettre d'invitation quelques jours avant, je pense le 15, quelque chose comme ça. Euh, j'ai essayé de faire des procédures mais, de visa pour les États-Unis. Bon, avec le temps, en sachant que les procédures sont très longues et tout, je me suis dit non, pas pour le moment, je ne peux pas arriver sur place. Donc, le mieux c'est que bon, je n'aille pas sur place, mais néanmoins, si j'avais la possibilité d'y participer virtuellement, il y avait des groupes WhatsApp, il y avait vraiment une euphorie sur, concernant le sommet, que ce soit les groupes WhatsApp qui se sont créés, des applications même qui ont été confectionnées ou bien conçues par rapport au suivi et à la participation des personnes au sommet. Donc j'avais vraiment l'impression d'être là, sur place, sans pour autant être là physiquement. Donc j'étais au courant de tout, j'avais tous les documents qu'il fallait, que ce soit le bac, que ce soit le chronogramme des activités, les présentations, certains speeches et tout. Donc, et maintenant les parties de certains speeches de certains États et tout. Donc j'avais vraiment tous les documents qu'il fallait pour pouvoir vraiment comprendre et être vraiment dans le mode de cet événement. Donc ça, c'est un peu ma participation, comment j'ai fait pour participer. Maintenant, on va commencer
avec Action Days. Mais il faut savoir, pour un détail que je vais un peu préciser, c'est que vu que mon organisation, je suis présidente d'une organisation appelée Girls Empowerment for Leadership Association, qui est basée au Cameroun, qui milite principalement pour le maintien des droits fondamentaux. Comme je vous ai dit, ce que je suis un peu engagée, mais n'est pas encore inscrit dans parmi les OSC reconnus des Nations Unies. Je suis en train d'y travailler, mais j'ai dû passer par une autre de collaborer ou bien d'y participer à travers une autre organisation américaine appelée MGCY, qui est vraiment une organisation de jeunes américains, si je peux dire ça comme ça, composée de plusieurs nationalités, qui œuvrent vraiment pour l'implication des jeunes dans tous les objectifs de développement durable. Donc c'est eux vraiment qui ont piloté la partie participative de certains OSC qui ne pouvaient pas en leur nom participer. Donc nous sommes passés par cette organisation qui nous a facilité certaines choses, que ce soit l'obtention de visa, l'accompagnement et tout. Donc, comme je vous ai dit, malheureusement, je n'ai pas pu y participer. Donc, mais j'ai quand même pu être là virtuellement. Donc, on va passer directement au Action Days. Action Days, c'était du 20 au 21, mais maintenant, le MGCY a demandé qu'on se rencontre. Donc, quand je dis on, ça veut dire que j'étais quand même là d'une certaine façon. On se rencontre un peu plus tôt le 19 pour pouvoir un peu présenter le MGCY, quels sont ses objectifs, quelles sont ses visions, quelles sont ses activités et tout. Ces lieux d'intervention, des axes d'intervention, et aussi présenter l'Assemblée générale des Nations Unies, quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est primordial, les enjeux même. Donc ils ont un peu présenté ça et tout. Ensuite, c'était question de préparer un peu notre participation. Donc après ces Action Days, après le premier jour, c'est-à-dire le 19, le 20 et le 21, c'était véritablement les Action Days organisés par les Nations Unies à New York. Donc, c'était vraiment dans son headquarter, quoi. C'était à l'intérieur, il y avait toute une procédure de sécurité et tout. Il fallait récupérer son badge, il fallait faire ceci. Donc, comme je vous dis, je n'étais pas là physiquement, mais j'étais là virtuellement. J'avais l'impression d'être là physiquement. Donc, avec tout ce qui se passait et tout, il fallait, puisque j'avais toute la procédure que les Nations Unies m'ont envoyée par mail, comment ça devait se passer et tout, où je devais récupérer mon badge, où est-ce que je devais me présenter, comment est-ce que mon badge devait ressembler, quelles sont les différentes activités ou événements que je pouvais y participer et tout. Donc c'est un peu ça que tout le monde qui a été présent, que ce soit en présentiel, ils ont un peu subi et tout. Il faut savoir qu'il y avait de longues queues. Donc il y avait des gens de partout dans le monde qui étaient là, vraiment c'était incroyable. Donc vraiment l'engagement et tout ça, c'était vraiment très incroyable de voir ça. Donc en sachant que vraiment les gens sont mobilisés pour faire des changements, pour opérer des changements dans le monde. Donc en fait c'est ça que je me suis dit directement. Donc ensuite finalement on a eu le Action Day, il y a eu plusieurs interventions et tout, dont beaucoup plus sur l'implication de la jeunesse et tout. Mais on a eu le speech de Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui a parlé de l'implication effective des jeunes dans toutes les activités de maintien ou bien de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Vraiment, c'était quelque chose d'inscrit et qu'il fallait vraiment mettre en exergue. Il y a eu même aussi l'interview d'un jeune de la Barbade qui parlait de ses activités, quelles sont les difficultés rencontrées en tant que jeune de la société civile dans l'implémentation des différents objectifs de développement durable et tout. Il a aussi insisté sur la véritable implication des jeunes dans ces domaines-là,
qui était vraiment félicité par le secrétaire général. Ensuite, je vais directement passer par, mon impression même sur les speeches des différents représentants d'État, parce que ça m'a beaucoup marqué. Il y a des speeches qui m'ont vraiment beaucoup marqué et je voudrais vraiment partager je voudrais vraiment partager cela avec vous. Donc, il faut savoir que du 22 au 23, c'était vraiment la signature du pacte par les différents États, leurs impressions, quels sont leurs engagements, quels sont leurs besoins. C'est là où vraiment ils sont placés aux yeux du monde, parce qu'il y a presque tout le monde entier qui est représenté dans ce sommet-là. Donc, il y a eu d'abord, avant même le début des interventions des différents représentants d'État, il y a d'abord eu le speech de certains jeunes, notamment jeune du Qatar, qui a parlé de sa situation en tant que personne en situation de handicap. Donc maintenant, ça a été très difficile pour lui dans sa jeunesse et tout, mais comment il a fait pour surmonter cela? Il a été vraiment impliqué dans tout ce qui concerne vraiment les défenses des droits au niveau du Qatar et tout. Vraiment, son speech était vraiment très, très éloquent et très, très poignant. Il y a aussi eu le speech de la Soudanaise qui est réfugiée. Elle a parlé vraiment des difficultés que le Soudan rencontre. Il faut savoir que le Soudan est en train est en pleine crise sécuritaire politique, et elle a dû fuir son pays pour trouver refuge ailleurs. Et puis elle parlait de son expérience en tant que réfugiée, des opportunités qu'elle a eues. Elle a fait aujourd'hui, grâce aux Nations Unies pour les réfugiés, elle a eu une bourse scolaire pour continuer ses études en tant qu'avocate. Donc aujourd'hui, elle exerce en tant qu'avocate. C'était vraiment très inspirant. Maintenant, passons au speech des représentants d'État. Pour moi, il y a eu plusieurs représentants d'État qui sont repassés. Bon, vraiment, c'était presque la même chose et tout. C'était un peu redondant, en tout cas, de mon point de vue. Mais le speech qui a vraiment attiré mon attention, c'était vraiment c'est vrai qu'il y a celui de la Barbade. La dame était vraiment très éloquente, très vraiment dans l'explication et tout. Mais malheureusement, vu que le temps était limité à 5 minutes et plusieurs chefs d'État ou bien représentants d'État avaient beaucoup de choses à dire, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de vraiment terminer ce qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment exprimer comme préoccupation ou bien comme priorité de leur pays et tout. Mais néanmoins, moi, j'ai vraiment apprécié l'intervention de la ministre de Barbados et Trinidad, qui a vraiment parlé des difficultés en tant que femme, en tant que personne dans une stratégie, dans un poste décisionnaire et tout, et quels sont vraiment les besoins de la Barbade, non seulement de la Barbade, mais aussi au niveau international, en ce qui concerne les femmes, bien l'égalité du genre et tout. Vraiment, je vais entrer un peu dans les détails parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite est venu, moi, vraiment, pour moi, c'est ça, parce que dans chacune de mes interventions, j'en parle, et pour moi, je me dis, vraiment, il a mis le doigt dans ce qu'il faut réellement. Et c'est ça le problème pour moi. C'était le speech du Premier ministre du Ghana qui a dit, je cite, « Comment pouvons-nous parler du futur lorsqu'il y a encore des jeunes dans certains pays qui n'ont pas accès à l'éducation, qui ne vont pas à l'école ?» Et qu'il a dit, l'Afrique, les pays africains n'ont pas besoin d'aide ou bien de charité, ils ont besoin d'équitabilité et de partenariat. Donc moi, ça m'a vraiment touchée parce que en fait, ça résume un peu tout, vraiment l'essence même du continent africain, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on ressent actuellement, réellement. On a souvent l'impression qu'au niveau mondial, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit dans d'autres instances et tout, on a l'impression que ce qui est dit comme stratégie ou bien ce qui est fait ou bien mis en avant comme stratégie, vraiment, ce n'est pas vraiment adapté au contexte africain. Vraiment, on a l'impression que le contexte africain est souvent mis en marge,
Alors que réellement, on a nos besoins, on a nos difficultés qui ne sont pas vraiment, qui ne vont pas en adéquation avec ce que le monde présente comme priorité. Ici, on va parler un peu de. Dernièrement, durant ce sommet-là, j'ai participé à un fireside chat avec d'autres parties prenantes des États-Unis, de l'Inde, de Chine, euh, de plusieurs pays du Cameroun, bien sûr, et tout, plusieurs pays où on parlait un peu de notre avis sur le sommet et tout. Et à plusieurs reprises, on a évoqué l'élément sur l'accès à l'éducation, la notion de, de l'implication des femmes sur la technologie, et le numérique et tout. Oui, c'est bien beau. Oui, c'est bien. On a besoin de technologie et tout. Mais est-ce que c'est la priorité de certains pays? Est-ce que vraiment la technologie est la priorité de certains pays lorsqu'il y a certains enfants, il y a certaines personnes dans certains pays où euh, parfois le réseau Internet n'est pas vraiment fonctionnel, il y a vraiment des difficultés de connexion Internet, ou il y a même certaines personnes qui ne connaissent même pas utiliser la connexion Internet. Vraiment, on se pose la question comment. Et, euh, et aussi le problème de l'accès à l'éducation, où il n'y a même pas accès à l'éducation. Donc, l'accès à l'éducation, je parlais de l'accès à l'éducation où il n'y en a même pas. Et ça fait en sorte que réellement on se dit, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va lorsqu'on dit numérique et on parle de priorité mondiale? Je pense que même ce qui concerne le droit, la journée internationale des droits des femmes disait euh, innovation et numérique, quelque chose comme ça par rapport aux femmes et tout. Donc, oui, c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas adapté pour les pays occidentaux? Est-ce que ce n'est pas vraiment adapté pour les pays occidentaux et les pays africains ont des autres besoins? Par exemple, nous avons la RDC, le Soudan, le Cameroun et plusieurs pays africains qui sont en plein en période de conflit, où les femmes subissent des violences sexuelles, où presque on n'en parle pas. Dans les médias, dans certains discours internationaux, on n'en parle pas vraiment. Il y a carrément des conflits qui sont presque oubliés, qui sont même négligés. On n'en parle pas. On parle de changement climatique, on parle de numérique. Très bien. Et parfois, même dans les discours internationaux, on a l'impression que certains conflits sont priorisés, d'autres moins. On parle de vraiment, ça c'est vraiment mon impression. Je ne juge pas, ou bien je ne dis pas que tel conflit est plus important que l'autre et tout. Non, pour moi, c'est à part égale. Conflit est égal à conflit parce qu'il y a les vies qui sont perdues, les dignités qui sont bafouées. Et lorsqu'on maintenant, on parle de la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, la guerre au Soudan, la guerre en RDC, la guerre au Cameroun, où on ne parle vraiment pas. Je pense que euh, même durant la sortie, le speech du représentant camerounais, il n'en parlait presque pas. C'est comme si tout allait bien et tout. Et puis, il y a plusieurs sorties. Il y a plusieurs sorties comme ça où on n'en parle même pas. C'est comme si ça n'existait pas. Donc, vraiment, moi, je pose vraiment la question sur vraiment l'essentiel. Donc, on se réunit tout le temps, mais est-ce qu'on parle réellement des points essentiels? Donc, il faut savoir que en droit international, humanitaire, toutes les vies sont égales et les dignités aussi doivent être respectées. Est-ce que réellement, dans la perspective du monde, dans sa globalité, est-ce qu'on voit que les vies et les dignités sont... Est-ce qu'on voit que les vies et les dignités sont égales? Pour moi, principalement, je ne pense pas. Je ne perçois pas ça comme ça. Parce que vraiment, j'ai l'impression que il n'y a pas, il n'y a pas cette considération générale. Donc, dans une autre vidéo, je vais vraiment parler peut-être de la thématique de certains conflits dans certains pays, que ce soit la RDC, le Cameroun, la Genèse, comment est-ce que ça a évolué et tout. Je vais vraiment parler de ça. Mais pour aujourd'hui, c'est uniquement ma participation et
ma perception de comment est-ce que ça s'est passé, les discours et tout. Donc, je vais parler dans une autre vidéo certainement des origines des conflits du Cameroun, de la RDC et tout, comment ça s'est passé, les perspectives, les dynamiques de conflit et tout. Mais on va juste se concentrer sur ma participation au sommet du futur. Donc, donc principalement, vraiment, cette intervention m'a vraiment appelé. Je me suis dit, non, il y a des choses vraiment à faire. Et aussi, j'avais un autre point à ajouter aussi dans sa globalité euh, de la participation même de certains États à l'Assemblée générale des Nations Unies, où on était en train de dire dans le pacte du futur, parce que là maintenant on parle de mon impression sur le pacte, du pacte du futur, c'est parfois les États vont à l'Assemblée générale des Nations Unies sans prendre en considération les besoins spécifiques de leur population. Qu'est-ce que je veux par là dire? Le pacte du futur dit que ça doit être implémenté pas uniquement au niveau international, au niveau national et même au niveau local. Donc comment est-ce qu'on peut implémenter, comment est-ce qu'on peut adapter ce pacte du futur au niveau, dans ces trois niveaux, dans ces trois différents niveaux. Donc maintenant, comment est-ce que ce pacte peut être implémenté au niveau local lorsque les États vont représenter, n'est-ce pas, leur pays au niveau mondial, ne prennent même pas en considération les besoins spécifiques des communautés locales ou bien de leur population. Exemple, lorsqu'il y a souvent des préparatifs pour la participation des États aux Nations Unies. Moi, j'ai travaillé dans cette sphère-là, donc je connais un peu comment ça se passe. Donc, il n'y a presque pas d'organisation de la... Bon, dit organisation de la société civile, ça englobe tout. Donc, il n'y a presque pas d'organisation dite locale, c'est-à-dire grassroots level, qui sont, qui sont représentées dans les préparatifs. Peut-être il y a certaines organisations de la société civile, mais dans le cas peut-être du Cameroun, la majeure partie des organisations de cette société civile-là qui sont représentées aux Nations Unies sont plutôt pro-gouvernement. Donc, ce qui fait en sorte que les besoins réels même des organisations, des populations locales qui ont pour représentants même des organisations locales, parce que les organisations locales sont directement en contact, ou bien sont locales, donc sont à même de déterminer leurs besoins spécifiques. Ceux-ci ne sont pas vraiment impliqués dans les préparatifs. Pour dire qu'ils ne sont même pas invités aux Nations Unies, à l'Assemblée générale. Donc là, c'est un autre truc. Maintenant, comment est-ce que, n'est-ce pas, on veut faire appliquer ce qui a été décidé au niveau international, même au niveau national, je ne sais pas si, parce que parfois on a l'impression qu'ils n'ont pas de priorité, parfois on a l'impression qu'il y a certains chefs d'État qui vont aux Nations Unies juste aller demander de l'argent, parce que comme je ne vais pas citer le nom de certains pays qui ont dit on a besoin de telle somme pour faire ceci, on a besoin de telle somme, mais lorsqu'on est en train de dire que nous Africains, on veut le partenariat, on ne veut plus les charités, on ne veut plus d'aide au développement, mais on va dans une scène internationale et on dit on a besoin de tant millions de dollars ou 20 millions d'euros pour faire ceci dans notre pays et ceci. Vraiment, et on se présente en tant que quémandeur, pour moi, vraiment, il faut encore revoir ce contexte-là, il faut revoir ce paradigme. Donc, et on ne peut pas vraiment prétendre qu'on veut ce partenariat alors qu'on est dans des situations, on se présente comme des personnes qui viennent quémander. On peut présenter ça d'une différente façon, autant pour moi, du partenariat donnant-donner. Ok, moi j'ai ça, je peux vous donner ça, en retour je voudrais ça. C'est comme ça que ça marche. Du business, je pense que même dans la loi économique, la loi du business, comme ça marche. Donc, à l'échange de ça, même dans les investisseurs, je peux investir en sachant que je vais gagner ceci. Donc, présenter ça comme ça en sachant que tu ne viens pas chez moi parce que tu penses que tu vas m'aider. Non, c'est parce que je sais que tu vas gagner quelque chose. Notamment, on sait que tous gagnent quelque chose. Donc, présenter ça comme ça, je sais que tu vas gagner quelque chose. Donc, moi aussi, je dois gagner quelque chose. Et c'est comme si, et il faut un respect mutuel. Mais les choses ne sont pas forcément présentées comme ça. Donc, là, c'était une parenthèse. Je vais revenir sur le fait que, par exemple, il n'y a pas vraiment la participation des organisations locales dans ce truc, mais la participation même des populations durant les préparatifs.
Maintenant, on veut que le pacte du futur soit implémenté au niveau local. Comment ça peut être implémenté au niveau local alors que ça ne va pas en adéquation avec les besoins du niveau local? Donc, ce qui veut dire que ça ne sera jamais, jamais, jamais effectif. Ça, c'est clair. Ce pacte-là ne sera jamais effectif parce que les personnes concernées ne se voient pas représentées dans ce pacte-là, tout simplement. Donc, on a parlé de plusieurs, le pacte parle de plusieurs choses, que ce soit les violences sexuelles en zone de conflit. Il faut savoir que les conflits ne sont pas, on a globalisé les conflits, alors que les conflits dans chaque pays ont leur spécificité. Ce n'est pas la même chose. Les conflits peut-être à Gaza, c'est pas la même chose que le conflit en Ukraine, qui n'est pas vraiment la même chose dans les conflits peut-être au Soudan, ou bien au conflit RDC, ou bien au conflit du Cameroun. Parce qu'ils ont des institutions légales ou bien judiciaires même. L'organisation judiciaire dans les pays sont vraiment très différentes. Donc, c'est pas la même chose. Un peu, on va parler du cas peut-être de violence sexuelle, peut-être au niveau, que ce soit au niveau de la RDC au Cameroun. C'est un peu, c'est un peu similaire, mais au niveau peut-être du Soudan, ou bien au niveau de Gaza, ou bien de l'Ukraine, surtout l'Ukraine qui a un peu un système un peu plus structuré que les autres, les choses ne sont pas prises de la même façon, surtout que ils sont beaucoup plus ancrés dans les pays voisins européens et vraiment encadrés dans l'Union européenne et tout et tout. Vraiment, c'est différent. Maintenant, au niveau peut-être du Cameroun et de la RDC, qui ont des organisations, n'est-ce pas, du système judiciaire un peu similaire, c'est un peu plus compliqué où pour une personne qui est victime de violences sexuelles, pour porter plainte, la procédure est assez longue. Et maintenant, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut savoir ça. Et maintenant, il faut savoir, les personnes, et la majeure partie des victimes de violences sexuelles en zone de conflit n'ont pas de moyens. Donc, comment est-ce qu'on veut, on veut que, euh, on veut que cela aboutisse. Alors que principalement, peut-être en Ukraine, ils ont un système qui permet en sorte que ces victimes, peut-être il y a que ce soit des aides au niveau de l'Union européenne qui viennent renforcer peut-être ce système au cas où peut-être ils ont besoin d'argent. Ou bien ils ont même un système bien défini où c'est l'État qui paye tout. Donc vraiment, les perspectives ou bien le déroulé sont vraiment c'est vraiment très différent. Euh, c'est et ils n'ont pas vraiment pris ça en compte lorsqu'ils étaient en train de signer le pacte du futur, bien en train d'élaborer le pacte du futur. Pour moi, vraiment, ce sont des points où vraiment à revoir et tout. Donc, réellement, et aussi, je vois aussi la sous-représentation, bien la sous-représentativité des femmes durant le sommet. Donc, il paraît que lors du sommet du futur, il n'y avait que 5%, si je me trompe, 5% de la participation étatique, c'est-à-dire les représentants d'État, étaient des femmes. Donc, imaginez 95 autres pourcents étaient des hommes. Donc, vraiment, c'était vraiment à. On parle d'égalité de genre et tout et tout. Donc, et puis, c'est comme ça et tout. Vraiment, ça à revoir. Et maintenant, il y avait pas aussi, il faut savoir aussi, pour participer à l'AG des Nations Unies, il y a trop de procédures, alors qu'il y avait beaucoup de places. Peut-être le côté logistique, ils étaient un peu, parce qu'il faut savoir que les Nations Unies, ils ont un peu, ils sont un peu, comment on veut dire, contraints, ils ont des contraintes budgétaires. Ce qui fait en sorte que parfois, ils veulent bien faire quelque chose, mais à cause des contraintes budgétaires, ils ne peuvent pas le faire. Mais à ce que j'ai vu, selon mon observation, il y avait beaucoup de places vides. Je pense que si on pouvait un peu alléger les procédures de participation aux Nations, de participation à l'Assemblée générale des Nations Unies, surtout pour les organisations de la société civile, ou bien communautaire, ou bien locale, vraiment, je pense que la participation est assez importante. Je pense que c'est assez important. Ça pourra faire un ajout, surtout dans les préparatifs. Vraiment que la population, les organisations locales là soient représentatives. Peut-être il y avait des organisations de la société civile, mais il y avait la majeure partie des organisations de la société civile ont juste pu participer aux Action Days, mais pas principalement durant le sommet même du futur. C'était un peu compliqué et tout, vraiment. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu y participer.
Donc, moi, j'ai pu participer virtuellement, heureusement. Donc, c'est un peu de façon globale, en grosso modo, c'est un peu ma vision des choses sur les différents points saillants, sur les différents points, les points à revoir et tout et tout. Donc, ce que je veux dire en conclusion, c'est vraiment que non seulement euh, 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 au niveau international, on doit prendre en compte les besoins réels des pays, notamment les pays d'Afrique, qui ne sont pas forcément les mêmes besoins que les pays occidentaux. Euh, Lorsqu'ils sont en train d'élaborer leur stratégie de mise en œuvre pour l'atteinte des objectifs de développement durable, vraiment contextualisé. Donc on ne va pas seulement dire puis tout le monde va sauter et va suivre. Non, pas du tout. Donc deuxièmement, c'est réellement la prise en compte ou bien l'implication des organisations locales dans les préparatifs des États à leur participation à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ceux-ci doivent vraiment impliquer les organisations locales pour qu'ils soient sûrs que la communauté, même au très bas échelle, soit considérée, soit prise en compte lors de l'élaboration des résolutions. Ensuite, je dirais que ensuite, c'est vraiment la faible représentativité des femmes euh, au sommet, bien à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette année, on a enregistré 5% ou plus, je ne sais pas, mais je pense que c'est 5% des femmes qui étaient représentées au sommet du futur. Donc, il y a aussi la faible représentativité des organisations locales ou bien la société civile à l'Assemblée générale des Nations Unies. Parce que la majeure partie ont pu seulement participer au Action Day, en sachant que l'Action Day, c'est uniquement les activités pré-sommet. Maintenant, les vraies choses se passent vraiment au niveau du sommet là, et les négociations et tout ça. Donc, il faudrait vraiment qu'on implique les organisations locales qui peuvent apporter un plus, n'est-ce pas, pour que ces résolutions soient implémentées au niveau local, les grassroots level. Euh, Aussi, rendre flexibles les procédures de participation. Parce que pour participer, il y a trop de procédures, voici X, Y, alors qu'il y a plusieurs personnes qui veulent y participer. Vraiment rendre flexibles les procédures de participation et aussi faciliter ces organisations dans la procédure de visa et tout, parce que parfois c'est un peu compliqué. Bon, on connaît tous que c'est un peu compliqué, surtout les États-Unis et tout, mais bon, rendre ça un peu plus flexible. Donc, de façon amassée, voici un peu ma vision, ce que je pense, mon expérience au sommet du futur de l'Assemblée générale des Nations Unies. La prochaine fois, ce que je vais faire, c'est je vais faire une nouvelle vidéo qui, qui va principalement parler des différents conflits, que ce soit en RDC, je vais commencer peut-être en RDC, ou bien peut-être au Cameroun, je ne sais pas. Donc, il va principalement parler de ça. Et l'origine, l'histoire des pays et tout et tout. Donc, j'espère que vous allez continuer à me suivre. Et encore une fois, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin parce que je sais que la vidéo était assez longue. Mais je pense que ça valait la peine. J'espère que ça a été utile pour certaines personnes qui sont intéressées à savoir comment ça se passe souvent et tout. Et abonnez-vous à ma chaîne Intimate with Trish, que ce soit au niveau des podcasts, que ce soit au niveau de YouTube, Facebook et tout. Donc vraiment, merci pour votre soutien et à la prochaine. Bye bye.